Bonjour, je suis Paul Bourdois et depuis 15 ans, j'évolue dans l'univers feutré et souvent discret de la gestion privée, gestion de fortune ou gestion de patrimoine au choix. C'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des centaines de personnes pour parler d'argent, pour parler de leur argent. Et je me suis rendu compte que chacun entretenait un rapport très particulier avec l'argent, qu'au-delà de la quantité, c'est la valeur qu'on y met qui change tout. Évidemment, le sujet est aussi universel qu'intime, parfois tabou, et charrie avec lui le rapport à l'argent de nos parents, de nos grands-parents et même des générations précédentes. On est finalement tous des héritiers et pas seulement financiers. Aujourd'hui, je suis le cofondateur de France SCPI, un site qui propose d'investir simplement dans la pierre papier, et je vous propose ce podcast, Gling. Échanger avec des personnalités sur leur rapport à l'argent, retraçant la route de l'enfance pour atteindre les premiers souvenirs qui rapportent à l'argent quand la pièce tombe dans la tirelire, Gling. Gling, c'est le podcast qui parle d'argent sans parler d'argent. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir une personnalité connue dans le monde de l'entrepreneuriat que je vais laisser se présenter. Je reçois Sébastien Delafont. Bonjour Sébastien. Bonjour Paul. Alors je vais te poser une question qu'on te pose peut-être peu souvent. Est-ce que tu peux te présenter ? Écoute, bien sûr, je suis Sébastien Delafont, j'ai 57 ans. J'ai 2 enfants qui ont 20 et 22 ans. Voilà, je suis né à Brest d'un papa militaire, officier de marine. J'ai vécu dans pas mal de villes. Brest, il n'est passé qu'1 an, mais sinon j'ai vécu aussi à Toulon, un autre port de guerre. Oui. Puis à Paris, à Saint-Sébastien, au Luxembourg, à Londres, à Boston, à New York. Un peu en Asie quand mes parents y ont vécu. Oui. Voilà. Et puis je suis de retour en France. Je suis un entrepreneur, mais voilà, j'ai eu plusieurs carrières. J'ai été banquier d'affaires, puis investisseur en capital risque, et puis entrepreneur dans Internet. Voilà. Ok. Entrepreneur dans Internet, alors moi je le sais, mais c'était pour quelle société ? Alors, une société qu'on a montée en 2008 qui s'appelle Meilleurs Agents, qu'on a montée pour aider les particuliers à réussir leurs projets immobiliers. On s'est dit c'est très important pour les particuliers d'avoir la vision la plus claire possible du marché, un marché un peu opaque. Et donc, on voulait les aider à pas faire de bêtises en matière de prix, donc acheter ou vendre au bon prix. Donc, fournir la bonne information sur les prix de l'immobilier, les tendances du marché. Et puis aussi les aider à choisir les agents immobiliers les plus pertinents pour eux. Oui. Donc là aussi faire la transparence sur les agents. Donc on a monté un site, un portail, voilà, destiné d'abord aux particuliers. Alors on monétisait auprès des agents immobiliers, c'est eux qui payaient d'abord des commissions, puis après des abonnements pour être visibles sur le site. Oui. Mais le matin, on se levait pour aider les particuliers à réussir leurs transactions immobilières. Voilà. Alors c'est vrai que là, on en parle aujourd'hui, c'est plutôt la norme, finalement, de regarder si on décide d'acheter, quelle que soit la ville, quel que soit le bien. On regarde toujours sur Internet et on regarde quel est le prix au mètre carré, mais en 2008, quand vous avez créé ça, c'était inexistant finalement en France, ou en Europe même, peut-être. Il me semble qu'en Europe, alors c'est aux États-Unis qu'on trouvait les choses les plus avancées, parce qu'aux États-Unis, la donnée de transactions immobilières était publique, donc on pouvait regarder grâce à un site comme Zillow, le prix auquel une maison, un appartement avait été vendu. Et puis il y avait des outils d'actualisation du prix. Donc ça c'était génial, ça nous a beaucoup inspiré. Parce qu'effectivement, en France, en 2008, pour connaître le prix de l'immobilier, il fallait regarder les marronniers des magazines, publiés 2 fois par an, où on vous donnait le prix par arrondissement à Paris, au mieux. Et puis dans une ville, on avait une petite fourchette de prix. Puis il fallait se débrouiller avec ça. Sinon, il fallait regarder les petites annonces en ligne sur les sites d'annonces, mais on sait bien qu'il y a un écart entre le prix affiché et celui auquel le bien peut peut-être se vendre. Voilà. Donc on était quand même dans un très grand flou. Les données étaient présentes, mais elles étaient cachées ou retenues à la fois d'un côté par les notaires ou par les agents immobiliers. Et ça, c'est un truc qui ne me paraissait pas tout à fait normal ou logique. Et ça a été un peu notre quête, c'est de se dire on veut démocratiser l'accès à cette information sur les prix, parce qu'il y avait une asymétrie d'information entre d'un côté les particuliers, de l'autre les pros. Oui.
Cette asymétrie d'information, elle est généralement pas favorable. C'est pas quelque chose qu'il faut rechercher. Oui, ok, je comprends. En tout cas, elle favorise toujours un côté plutôt qu'un autre. Oui, ça c'est pas bon. Voilà. Donc on avait envie d'apporter un peu plus d'équité. Alors, je pense qu'on s'est rapproché de ça. C'est jamais parfait, c'est toujours pas parfait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve tout à fait normal d'aller sur un site, notamment Meilleurs Agents, et d'avoir tous les prix partout, à l'adresse près, d'avoir des outils d'estimation gratuits. Ouais. Mais c'était une révolution. Voilà, c'est une révolution. Quand on a lancé notre carte des prix à Paris, précise à l'adresse, actualisée tous les mois, ce qu'on avait avant, c'était des prix affichés par les notaires, par arrondissement, avec 6 mois de retard. Ouais. Ouais. Et on vous a demandé d'arrêter. Il y a des agents immobiliers. Alors, on n'est pas là pour parler de ça particulièrement, mais moi, ça m'intéresse. J'ai envie de tirer le fil un peu. Il y a des agents immobiliers qui vous ont dit stop, ça va tuer notre business. Oui, il y a eu des réactions assez violentes, c'est vrai. Ouais, Ah oui? oui. Ah oui, oui, j'ai eu des menaces de mort même. Non. Ah oui? Oui, c'est vrai. Bon. Que j'ai pas pris plus au sérieux que ça, mais oui, on bousculait un ordre établi, c'est-à-dire que c'est quand même un marché assez important, et beaucoup d'intérêts en jeu, beaucoup d'acteurs d'intérêts en jeu. Et il y avait une forme de redistribution des cartes que certains ont pressenti. Mais cette histoire, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps le fondateur d'une entreprise, là c'était dans le travail temporaire et les jobs étudiants. Il m'a raconté la même histoire. Là aussi, il a reçu des menaces de mort quand il a lancé son site parce que ça a bousculé les trucs. J'étais très étonné, mais en fait, je crois que beaucoup d'entrepreneurs qui rentrent dans une industrie, un schéma et qui disruptent, rencontrent des résistances. Voilà, donc marché immobilier, il y en avait. De l'argent en jeu. Un peu d'argent en jeu. Et si on parle d'argent, alors, puisqu'on est là pour parler un peu d'argent, je voudrais revenir sur ta présentation. Tu m'as dit que ton papa, peut-être ta maman aussi, était militaire. Et moi, j'ai envie de te poser la question, quel rapport ils avaient, eux, avec l'argent? Alors, je te pose la question, j'imagine mal un militaire, c'est des a priori, un militaire dispendieux qui fait la fête toute la nuit et qui dépense tout l'argent. Je pense, j'imagine plutôt quelqu'un disons, d'économe. Est-ce que c'est l'univers dans lequel tu as vécu? Est-ce que c'est ce rapport-là que t'ont transmis tes parents? Je souris en t'écoutant parce qu'effectivement, on a plein d'images. Alors, il y a militaire et militaire. Mon père était officier de marine. Ma maman était son épouse et ne bossait pas. Elle a eu 4 enfants. Donc, elle bossait? Elle bossait, effectivement, sans être rémunérée. Tu as parfaitement raison de me corriger parce que c'était un vrai boulot. Et surtout quand tu es femme de marin, le marin peut parfois être absent pendant 6 mois, même plus longtemps. Ouais. Donc, oui, c'est un vrai boulot. Et donc, ils avaient assez peu de moyens financiers parce que la solde d'un officier de marine permettait de vivre, mais pas de manière, je dirais, très confortable. Donc, un train de vie dispendieux que tu évoques, non, était de toute façon pas possible, quand bien même ça aurait été le tempérament de mon père. C'était pas soutenable. Donc, ils n'étaient pas pauvres, mais il n'y avait pas de patrimoine dans la famille. Il y avait juste ce qu'il fallait. Et le rapport à l'argent, en fait, était très simple, il me semble. C'est qu'on n'en manquait pas, on n'avait pas trop, et en fait, c'était pas un sujet. Alors, c'est pas un sujet. Je pense qu'indirectement, je repense à ma maman notamment et mon père. C'était des gens assez bricoleurs et débrouillards. Ouais. Et je pense qu'on manquait de rien aussi parce que c'est des gens qui étaient pleins d'astuces. Et c'est aussi une époque et un milieu dans lequel il y avait beaucoup de solidarité entre les familles. On s'aidait, on gardait les enfants de l'un, de l'autre, on partageait des repas, on prêtait des maisons, on allait chez les copains des uns des autres. Et du coup, je pense que les enjeux financiers entre tous ces gens qui n'en avaient pas beaucoup étaient beaucoup moins prégnants qu'aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et cette éducation un peu en dehors des sujets monétaires, je pense, m'a beaucoup aidé finalement. Alors mon père, il avait, je pense, une éducation, lui, protestante, parce que du côté de mon père, il y a 400 ans de protestantisme. Ma maman catho, alors les deux pas très pratiquants, mais enfin, c'est quand même, tu le lis dans ton introduction, on est les héritiers d'une éducation. Je pense qu'il y avait une forme de détachement par rapport à l'argent et pas de fascination pour lui. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé par la suite. Alors, c'est le point, justement, je rebondis sur ce que tu dis.
vous ne parliez pas d'argent, j'avais presque envie de te demander, pas parce que vous n'en aviez pas ou peu, et tout est relatif, mais peut-être parce que vous, dans ta famille, on trouvait ça vulgaire. Je sais pas, est-ce que c'est déplacé de parler d'argent? Est-ce que... Oui, je sais qu'il y a des familles comme ça. Non, pas du tout. Parce qu'effectivement, il y a des endroits où des lieux des familles qui considèrent que le sujet de l'argent est tabou. Ouais. C'est particulièrement vrai, je dirais, dans des milieux cathos, traditionnels, un peu conservateurs. C'était pas le cas chez nous. C'est plutôt que c'était un sujet qui n'était pas intéressant. Ouais. Les conversations tournaient pas autour de ça. Ok. Je dirais pas que c'était des parents intellos, mais c'est quand même des parents. J'ai eu la chance d'avoir des parents assez cultivés, Mhm. qui lisaient, qui s'intéressaient à plein de choses. Ma maman était assez artiste. Le sujet de l'argent, c'était pas un sujet de conversation. Ouais. Voilà. Bon, par la suite, il y a des choses qu'on faisait pas. Moi, je sais pas skier ou très peu skier. J'ai appris à skier très tard Ouais. parce qu'on n'allait pas à la montagne. Les sports d'hiver, c'est un truc qu'on pouvait pas s'offrir. Ouais. Donc je suis pas là en train de dire que on doit pleurer sur mon sort. Mais oui, il y avait forcément des choses qu'on faisait pas. Mais enfin, j'ai vécu une enfance sans aucune frustration. Mhm. Voilà. Bon, le ski, c'est peut-être parce que... Alors, tu as passé qu'1 an à Brest, mais la Bretagne est une région qui va peu au ski, et on le comprend, géographiquement, c'est éloigné. T'as raison. C'est pas le seul sujet. Oui. Est-ce que tu as un premier souvenir avec l'argent? Ça peut être plein de souvenirs, il n'y a pas de jugement de ma part. Tu vois, Jamy, avec qui on a enregistré un épisode, me dit mon premier souvenir avec l'argent, c'est la tirelire de mon frère. On va à la fête foraine et paf, il casse la tirelire et il dépense tout à la fête foraine. C'est mon premier souvenir avec l'argent. Alors oui, je me plonge dans mes souvenirs d'enfance. J'en ai un parce que mes parents ont cherché un lieu de vie dans le sud de la France. Mhm. Et ça a été un grand projet pour eux. Et ils ont acheté 5 000 francs à l'époque. Un bout de mât en Provence qu'ils ont entièrement restauré parce que c'était à l'état de ruine. Ouais. Et ils recevaient leurs copains, etc. Bon, là-bas, des fêtes, pas possible. Sauf qu'à l'époque, beaucoup de gens fumaient. Ouais. Et on retrouvait sur la terrasse du bas beaucoup de mégots. Et donc, le job qu'on m'avait confié, j'étais tout petit, c'était de ramasser les mégots. Et je crois, je ne sais plus si on me donnait 1 ou 5 centimes par mégot. Je pense que la somme unitaire n'était pas élevée. Et je ramassais les mégots comme ça, donc que j'allais jeter. Et donc, je gagnais de l'argent. Et je me souviens qu'avec cet argent, j'allais m'acheter des bonbons au village. Ouais. Voilà, des fraises tagada et autres trucs. Et donc, voilà mon premier rapport à l'argent, que je trouve finalement assez sain. Alors aujourd'hui, on imagine un petit garçon à qui on demande de ramasser des mégots. Ça paraît assez sale. À l'époque, ça pose aucun problème. C'est pas très 2023, effectivement. Non, mais bon, on s'en fout. C'était pas en 2023. Ouais. Et j'en veux absolument à personne de m'avoir demandé de faire ça. Et ça m'a pas du tout abîmé. Non, mais finalement, il y avait une chaîne assez logique. Il y a un truc à faire, il y a du boulot. On te rémunère en fonction de ce boulot. Et puis après, tu es libre de faire ce que tu veux. Même de fabriquer des caries avec des bonbons, mais voilà, ça a créé une forme d'autonomie parce que mes parents ne m'achetaient pas de bonbons. Ouais. Du coup, je trouve que la chaîne logique n'était pas mauvaise. Tu t'es mis à fumer après ça ou pas? J'ai fumé, malheureusement, oui, j'étais dans une famille de fumeurs. Beaucoup plus tard, j'ai fumé, j'ai eu un mal de chien à me détacher du tabac. Aujourd'hui, c'est le cas et j'en suis très heureux. Ok. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai 3 frères et sœurs. Tu disais, pardon, que Oui. vous étiez 4. Oui. Est-ce qu'ils ont le même rapport à l'argent que toi, ou il ou elle d'ailleurs? Est-ce que vous vivez de la même manière? C'est une très bonne question. Pas du tout, en fait. En fait, ça s'est lié. C'est une très bonne question. On n'a pas eu exactement la même vie, mes frères et sœurs et moi, parce qu'en fait, j'ai 13 ans de moins que mon frère aîné, 7 ans de moins que la sœur qui est la plus proche de moi. Et en fait, mon papa est mort quand j'avais 5 ans. Oui. Et ma maman s'est remariée quelques années plus tard à un autre officier de marine qui, par la suite, là, il m'a récupéré, j'étais tout petit, mais mes frères et sœurs étaient déjà un peu plus grands. Ouais. Et moi, j'ai vraiment eu 2 papas. Mhm. Et une deuxième vie qui a été un peu différente. On est monté à Paris, j'ai fait d'autres études, etc. Et je pense que j'ai eu un rapport, finalement, au monde du travail, aux études, à l'argent un peu différent.
Et aujourd'hui, c'est vrai, je vois que j'ai une trajectoire et un rapport à l'argent différent de celui que mes frères et sœurs ont pu avoir. Donc, personne n'est complètement handicapé par rapport à l'argent, mais c'est de loin, c'est moi qui ai eu un rapport, je dirais, le plus proche, le plus décomplexé par rapport à l'argent. Je me suis retrouvé finalement assez vite dans des milieux d'argent, ce qui n'était pas prévu. Oui. Quand je pensais faire mes études, je ne pensais pas me lancer dans des environnements d'argent, mais très vite, je me suis retrouvé dans des environnements financiers et beaucoup plus à l'aise avec ces sujets-là que ne le seraient mes frères et sœurs. C'est vrai. D'accord. Et alors justement, si on continue, si on remonte le fil de la vie, donc après ton bac, j'imagine, donc tu intègres une prépa puis une école de commerce, donc, qui est HEC, c'est ça? Ouais. Là, tu arrives dans un milieu finalement où tu as baigné, même si tu dis que tu baignes dans un milieu où on est moins complexé par l'argent, on a un rapport plus décomplexé. C'est un milieu qui reste militaire, et donc du coup, tu arrives dans un milieu qui est plus business, ou en tout cas, on se destine à un futur qui est plus business. Est-ce que tu sens un changement là, à ce moment-là, ou pas du tout? Oui, et puis je suis pas complètement dans mon élément. En fait, je me retrouve à HEC, je ne vais pas dire par accident, parce que je l'ai voulu, mais moi, à cette époque-là, je voulais être diplomate, je pensais préparer l'ENA derrière, ça ne s'est pas fait, mais et je me retrouve à HEC, effectivement, entouré de gens qui sont beaucoup plus intéressés par des carrières dans le business, la finance, le conseil, qui parlent d'argent, et c'est vrai que c'était pas mon vocabulaire et ma préoccupation. Et d'ailleurs, à HEC, j'avais quelques copains, mais c'est pas là que j'ai vécu l'essentiel de mon temps. J'étais assez peu sur le campus, j'étais beaucoup à Paris, dans d'autres milieux, dans d'autres trucs. Donc, je rejette pas du tout ce que j'ai connu à HEC, mais c'est vrai que j'ai commencé à voir qu'il y avait un décalage entre ma vision du monde, mes préoccupations, et celle d'un certain nombre de gens autour de moi. Ouais. Voilà. Et donc, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle et j'ai commencé dans la banque, là aussi, parce qu'à l'époque, il fallait faire son service militaire, j'ai fait mon service comme volontaire au service national en entreprise. Ouais. Donc, c'est l'ancêtre VSNE. du VIE. C'est l'ancêtre du VIE. Ouais. Voilà. Et je suis rentré chez Paribas. Paribas, qui aujourd'hui fait partie du groupe BNP Paribas, là, on parle que d'argent. Ouais. Surtout que mon tout premier métier, c'était dans l'optimisation fiscale et l'accompagnement de sociétés familiales, de groupes familiaux propriétaires d'entreprises. Et là, je me retrouve à parler ou à entendre parler d'argent toute la journée. Et c'est dingue parce que je me rends compte à quel point je suis décalé. Ouais. Je suis décalé. Je vois des gens qui sont fascinés par ce truc. Ouais. Et c'est entièrement nouveau pour moi. C'est marrant d'ailleurs, la candeur. Même en sortant d'HEC, je n'avais pas été complètement préparé à ça. Et c'est étonnant d'ailleurs parce que je crois comprendre, mais je me trompe peut-être, que tu n'es pas spécialement intéressé par l'argent. Tu n'es pas en train de dire « je n'en veux pas », mais à HEC, ce que tu dis, c'est que tu as d'autres choses, d'autres réseaux, ou d'autres cercles à Paris. Qu'est-ce qui t'anime à ce moment-là? Les soirées. Je vais pas élaborer là-dessus, mais en fait, ce qui peut intéresser un jeune homme à cette période de sa vie, Okay. La littérature, la musique, des concerts. Après, oui, j'écoute beaucoup de musique classique à cette époque-là. Je vais au concert de Gainsbourg ou d'autres. Ça me passionne. Ouais. Voilà, ça me passionne. À l'école, il y a des cours de stratégie qui m'intéressent, des cas de marketing qui m'intéressent, l'histoire des marques, voilà, tout ça m'intéresse. Les enjeux de compta, de finance, la finance des marchés, tout ça, c'est très abstrait pour moi. J'en fais un peu, mais ça ne me parle pas plus que ça. Ouais. Tu as fait des jobs étudiants Ouais, j'ai fait des stages à l'époque, il fallait faire des stages. Ok. J'étais chez Total en Indonésie parce que mes parents habitaient là-bas. J'étais chez Sony pour faire du marketing sur le lancement de gamme de jouets d'enfants électroniques. Et puis à un moment, j'ai fait un premier stage chez Paribas parce que mon père connaissait quelqu'un chez Paribas et c'était bien pratique parce qu'à l'époque, c'était pas toujours si simple de trouver un stage au bon moment. Oui, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une copée par la suite, enfin un VSNE, qui était un truc pas si simple à trouver. Voilà. C'est un peu par accident que je me suis retrouvé là-dedans. Bon, ça a été super formateur. Je m'excuse pas de tout ça.
Je ne suis pas en train de dire « Ah oui, je ne voulais pas être dans la banque, puis alors je suis rentré dans la banque, et finalement… » Non, non. Mais je me suis retrouvé un peu là-dedans, pas par effraction, mais pas par hasard, un peu par accident. Et mon décalage, je dirais, en termes de centre d'intérêt d'éducation et ce que je vais vivre, c'est-à-dire là où la raison d'être de Paribas, c'est de brasser des sous. Et les gens qui venaient nous voir et qu'on conseillait, c'était d'en gagner, d'en économiser, etc. Donc c'est le sujet principal de leur préoccupation. Ça avait été une découverte énorme pour moi. Et alors tu parles de candeur tout à l'heure, à l'instant quand tu dis j'arrive chez Paribas, tu sens un décalage avec les autres aussi, avec tes collègues, les personnes qui te managent, etc. Un peu. Alors, ce qui est sympa, c'est que Paribas, c'est une banque d'affaires. Ils ont des très très beaux clients qui sont des propriétaires, fondateurs ou héritiers, souvent héritiers, de très belles entreprises dans le domaine du luxe, de la distribution, de l'énergie. Enfin voilà. Et les gens qui sont à la tête de ces boîtes, qui sont propriétaires, sont des gens quand même intéressants, qui ont des choses à dire. Et les gens dans la banque, en face d'eux, sont des gens cultivés. Voilà, donc avec qui on peut avoir d'autres conversations que des conversations, je dirais, purement mercantiles. Et donc, je veux pas non plus caricaturer le milieu dans lequel j'ai évolué. Non, c'est quand même un milieu où on va apprendre plein de choses. Mais on voit que les motivations sont importantes. Et puis après, c'est des modes de vie, c'est des fonctionnements qui sont très différents du mien. Mais cette candeur, c'est-à-dire cette forme de détachement par rapport à l'argent, va beaucoup m'aider en fait. Oui. Pourquoi ? Parce que il faut que je me dépêche d'apprendre un métier que je ne connais pas, parce qu'il faut comprendre les marchés, il faut comprendre les enjeux de fiscalité internationale. Au début, je ne suis pas très compétent, mais comme j'ai envie de plutôt bien servir mes clients, je suis très stressé à l'idée de devenir compétent, de me former, et de ne pas les embarquer dans des mauvais coups. Et je ne vais jamais être fasciné par cette histoire d'argent, celui que je peux gagner ou qui peut gagner. En fait, mon souci, c'est de faire en sorte qu'il soit bien conseillé. Et ça, je pense qu'un certain nombre de mes clients à l'époque, assez vite, l'ont senti. Ouais. Et ça m'a permis de créer des relations fantastiques avec un certain nombre de mes clients que j'ai gardés parfois. Certains de mes clients de l'époque, il y a des gens que je vois toujours. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Voilà. Alors que je suis complètement sorti de cette industrie parce qu'on a créé des liens de confiance qui n'étaient pas fondés exclusivement sur la recherche du profit pour eux ou pour moi. Et ça m'a aidé parce qu'effectivement, je pense que, pas forcément pour tous, mais pour un certain nombre de mes clients, c'était important qu'ils sentent chez moi ce souci de créer un lien et de défendre leurs intérêts au-delà des questions monétaires à court terme. Voilà. Donc cette candeur a pu aussi être une force pour moi. Et j'ai lu un papier un papier du Figaro, je crois, ou Challenge peut-être, dans lequel tu dis l'argent peut rendre ou rend les gens idiots. Je ne sais plus quelle est la formulation exacte. Tu as eu peur de ça à un moment donné, en étant chez Paribas ou ailleurs d'ailleurs? J'ai vécu un certain nombre de scènes où j'ai vu l'argent, alors c'est peu rendre, parce que bien sûr que l'argent ne rend pas idiot, l'argent est utile, l'argent c'est un instrument, et il devient un peu ce qu'on en fait. Mais il peut rendre fou, il peut rendre idiot, tout le monde, Ouais. moi compris, et il faut, je dis pas, on ne doit pas résumer notre rapport à l'argent en se disant qu'il faut s'en méfier, mais il faut savoir qu'il peut avoir un pouvoir, une emprise très forte sur nous. Je pense qu'il y a un peu deux extrêmes, c'est ne pas en avoir du tout, et manquer vraiment de tout. Et c'est une situation que je n'ai pas connue. Évidemment, j'en avais pas beaucoup, mes parents pas beaucoup, mais j'en ai jamais manqué. Et je dois avoir pas cette pudeur, mais ce respect pour des gens qui d'abord n'en ont pas. Mais je pense que le fait de manquer de tout, par l'argent, doit pouvoir rendre fou, c'est une chose. À l'autre extrême, ce que j'ai pu observer, c'est quand il y en avait trop. C'est ce que j'ai appelé le pouvoir gravitationnel de l'argent. Et notamment, j'ai un souvenir, une scène où je suis là chez JP Morgan, qui est une banque américaine où j'ai travaillé. Je suis à New York. Et puis, il y a un très gros deal qui se présente.
Et ce deal pourrait se faire de plusieurs manières. Et JP Morgan, c'est une banque super respectable, qui est connue pour avoir une forte éthique. Ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'avais envie de bosser dans cette boîte. Et là, il y a un deal, il y a plusieurs manières de le faire. Et on n'est pas sûr qu'il faudrait faire ce deal comme ça. Et puis là, les partenaires sont en train de parler des montants qui sont en jeu. C'est une très grosse transaction. Et je les vois commencer à tordre un peu le sujet, parce que je les vois calculer dans leur tête ce qu'ils pourraient rapporter à la banque, ce que ça pourrait leur apporter à eux. Et j'ai vu sous mes yeux le pouvoir gravitationnel de l'argent agir sur des gens pour qui j'avais beaucoup de respect, des gens qui étaient passés par les meilleures écoles, etc. Et je voyais qu'ils pouvaient se mettre à déraper un petit peu. Et ça m'a fait très peur. Ça a été une leçon extraordinaire qui est restée en moi. Oui. Ça a été un moment déclencheur où je savais, sans pas forcément pris conscience tout de suite, qu'il fallait que je me méfie de ça, et deux, qu'il fallait que je garde l'argent toujours à une forme de distance, qu'il fallait que je sois capable de l'utiliser, mais en le regardant toujours, et que jamais il fallait que l'argent se mette à me dévorer. Ouais. Voilà, parce que c'était possible de se retrouver un peu manipulé et dévoré par l'argent. Parce que je le voyais chez des gens très bien. Et si ça leur arrivait à eux, ça pouvait m'arriver à moi. Ouais. Voilà. Et la question, c'était pas de savoir si on était tous incorruptibles, ou tous corruptibles, si certains de nous pouvaient ne pas être corrompus. En fait, je me suis dit qu'on pouvait tous être à un moment ou un autre corrompus par l'argent. La question, c'est à combien ? Et donc, si tu n'es pas corrompu par une petite somme, mais que c'est une somme absolument colossale qui ne va jamais t'approcher, tu peux construire une forme d'incorruptibilité. Mais elle est construite. Donc, voilà. Ça m'a invité à, effectivement, beaucoup de prudence par la suite par rapport à ça. Et à ce moment-là, tu gagnes bien ta vie. Oui, je gagne bien ma vie. Je suis chez JP Morgan à New York, tout va bien pour moi. Et j'ai rempilé par la suite dans une autre banque d'affaires américaine qui est moins connue, qui s'appelle Montgomery Securities, qui est une banque californienne que j'ai rejointe parce que je voulais faire de la tech. Là, j'étais à Boston, puis après à Londres pour Montgomery. Il y a des moments où on m'a fait des propositions de salaire absolument indécentes. En 99, juste avant l'explosion de la bulle. Je suis en charge de la tech pour l'Europe, pour cette banque américaine qui fait près d'une centaine d'introductions au Nasdaq par an à cette époque-là. Ça paraît complètement incroyable. On me fait un pont d'or et on m'a jamais reproposé d'ailleurs un salaire pareil, une garantie pareille. Je prends la lettre et je la déchire parce que je me rends compte qu'effectivement on est en train de me mettre des menottes en or au bras, aux mains. Et ce décalage, alors je vais parler de décalage, mais comment tu vis on est souvent influencé par l'éducation qu'on a pu recevoir. Je comprends que tu as reçu une éducation où on garde sa distance avec l'argent, et d'un coup, l'argent devient un argument important. Est-ce qu'il y a un côté culpabilisant ? Est-ce que comment tu vis les choses ? Non, j'ai jamais pensé. Alors, ça dépend comment j'aurais gagné cet argent. Mon activité me paraissait licite, valable. Oui, mais tu vois, par exemple, quand j'ai commencé ma carrière au Luxembourg, parfois on nous demandait des choses, des optimisations fiscales, etc. Et moi, ça m'est arrivé de bloquer. Parce qu'il y avait des choses qui me paraissaient OK, pas OK. Et je dirais que cette boucle de contrôle éthique a quand même m'a accompagné dans mon parcours de financier. Et je pense aussi dans l'intérêt de mes clients, au final. Donc, et ça fait partie des choses que peut-être certains de mes clients ont appréciées, c'est qu'il y avait un rupteur quelque part. Donc, gagner des sous en soi m'a jamais posé de problème. Après, comment on les gagne ? Oui, ça c'est important, avoir le sentiment qu'on les gagne de manière intègre. J'ai jamais eu de complexe en me disant c'est trop, c'est machin. Non. Si par exemple je déchire cette proposition qu'on me fait chez Montgomery, c'est pas parce que c'est trop d'argent. C'est parce qu'en fait je n'aime plus mon métier. Je me rends compte que je perds mon âme en travaillant trop d'heures par jour, 14, 15, 16 heures par jour, 6 jours par semaine. Je voyage 100 fois dans l'année. J'ai une vie de dingue. Mon patron est insupportable avec moi. Ouais. Et quand je vois ce montant,
Je me dis, mais en fait, oui, c'est ça, on est en train de m'acheter. Ça me fait prendre conscience que je suis en train de perdre ma vie. Peut-être gagner, je vais la gagner financièrement, mais je vais la perdre dans son contenu. Et c'est à ça que cette proposition indécente me sert. C'est à prendre conscience que je ne suis pas sur les bonnes priorités. Voilà. Mais si j'avais aimé mon métier, j'aurais adoré qu'on me paye une somme pareille. J'aurais adoré. C'est formidable de gagner très bien sa vie. Ouais. Ça ouvre plein de perspectives. On peut faire plus de choses. On peut aider des gens. On peut investir pour l'avenir. Enfin bon, non, c'est génial. Voilà. Et c'est assez intéressant parce que les personnes que j'ai la chance de recevoir dans ce podcast me disent mon rapport à l'argent, il a changé au fur et à mesure de ma vie. Mais toi, j'ai l'impression qu'il y a une ligne et que c'est toujours resté, ton rapport à l'argent est toujours resté le même finalement. Tu aurais pu vriller, comme on peut dire, effectivement, avec des sommes considérables. Tu es resté fidèle à ce qu'on t'a inculqué. Probablement. Là aussi, c'est intéressant que tu me dises ça parce que ça me permet de réfléchir sur moi-même. Je crois que c'est assez correct. Effectivement, je ne crois pas que j'ai fondamentalement changé par rapport à mon rapport au monde matériel parce que ça dépasse la question d'argent. Alors, je pense que j'ai quand même un intérêt. Alors, il y a deux choses. Il y a un parcours de vie, et je t'ai parlé du fait d'avoir perdu mon papa très jeune. Je pense que ça a créé chez moi une forme d'insécurité, parce que mon papa est décédé, j'étais tout jeune, du jour au lendemain, dans un accident. Et pendant un an et demi, j'ai été baladé de famille en famille. Je te parlais de cette solidarité entre familles de marins et tout, c'est super, sauf que pour un petit garçon qui est loin de sa mère, de ses frères et sœurs, c'est pas forcément super sécurisant. Et je pense que ça a semé en moi le besoin de sécurité matérielle, en se disant « oups, qu'est-ce qui peut m'arriver ?» Voilà. Donc j'ai ce rapport-là, et peut-être un peu différent de celui de mes frères et sœurs, qui étaient plus âgés, pour qui c'était pas simple non plus de perdre leur papa, mais je pense qu'ils l'ont pas intégré exactement de la même manière. Et pour moi, donc le fait d'avoir un matelas, d'avoir une sécurité financière, a toujours été important. Et ça, effectivement, jusqu'à maintenant, et je pense que ce sera pour toujours chez moi, c'est vraiment ancré. Après, je pense que j'ai un grand besoin de liberté. J'ai pas envie qu'on me dicte trop les trucs, et une forme de confort matériel permet ça. Quand je suis parti, tu vois, de JP Morgan pour Montgomery, je quittais un job bien balisé, etc. Quand j'ai quitté Montgomery pour monter mon fonds de capital risque, là aussi, j'avais un confort matériel. Mais pourquoi j'ai pu quitter ces jobs ? Parce que j'avais fait un matelas. Je dépensais pas tout. Ouais, je comprends. Et du coup, cet argent achetait ma liberté d'action. Donc la sécurité, par rapport à une insécurité qui est héritée de l'enfance, et la liberté dans mon parcours d'homme. Alors bien sûr, avec une forme de confort matériel, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, mais c'était important pour moi de pouvoir me reposer ou d'être dans un endroit bien, de vivre dans des centres-villes, etc., etc. Donc c'est ça que m'a permis l'argent. Mais ça n'a jamais changé, je crois, mon rapport aux gens, mon rapport au monde. Je repense à la manière de laquelle mes parents, je l'ai compris beaucoup plus tard, traitaient les gens autour d'eux. Et j'ai vu mes parents fréquenter toutes sortes de personnes de toutes sortes de milieux, de tous âges, avec un égal respect. Et je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Et que, j'espère en tout cas être dans cette ligne-là, et de prime abord, donner absolument la même considération à n'importe qui, quel que soit son statut social, son niveau de richesse ou de grande pauvreté. Voilà. Et ça, c'est important. Et tu vois, là, je pense que mon parcours d'homme et de professionnel, matériel, n'a rien changé de ça. Et à la limite, même avec la maturité, je prends conscience de ce qui m'a été légué par rapport à ça, qui est une vraie richesse pour le coup. Voilà. Quand tu quittes ton fonds d'investissement, celui que tu as créé, c'est un fonds d'investissement. À Londres, oui. Et un fonds de capital risque qu'on avait levé à peu près 200 millions d'euros pour investir dans des startups européennes de la tech. Ça, c'est après Montgomery, oui, à Londres. Tu quittes ce fonds d'investissement pour créer donc Meilleurs Agents. On revient en France, je quitte
se font parce qu'il y a des dissensions entre associés. Je reviens en France et on monte meilleurs agents, mais pas tout de suite, oui. Et là, finalement, tu remets tout en jeu. Tu remets ta carrière en jeu, finalement, en tout cas ton confort matériel, même si je comprends que tu as mis de côté et tu as probablement assuré ta sécurité. Mais quand même, cette notion de sécurité, pardon, je fais un aparté, la sécurité, quand j'en parle avec des personnes ou quand je les interroge sur leur patrimoine, la notion de sécurité, j'ai l'impression qu'elle n'est jamais totalement satisfaite. C'est-à-dire que quand quelqu'un se sent en insécurité à vie, il lui en faut toujours plus. Toi, tu arrives à te dire « Ok, stop, là c'est bon, je suis en sécurité ». Non, je ne crois pas, mais il y a ce couple sécurité-liberté et besoin d'explorer. C'est du coup un triptyque que va me permettre l'argent. Donc une sécurité à un moment donné qui m'offre une liberté pour aller explorer. Et c'est là où effectivement mon rapport à l'argent est très lié à mon parcours d'homme. Et du coup, en partie mon parcours professionnel qui est là pour me permettre d'explorer le monde et de développer mon humanité. Et du coup, quand je reviens de Londres et que je m'installe à Paris et que, effectivement, par la suite, je vais monter meilleurs agents, c'est pas ma première idée, mais bon, oui, quand tu as raison, je remets tout en jeu parce que je quitte le monde de la finance, je quitte le monde du private equity, je quitte le monde anglo-saxon, je reviens à Paris, je connais rien à l'immobilier, je lance une start-up il y a zéro, avec des gens que je ne connais pas, je me remets complètement en risque, mais ça, c'est la partie, j'ai besoin d'explorer, j'ai besoin de me mettre en situation de risque, mais de découverte, d'aventure. Ouais. Alors, si j'avais pas un matelas à ce moment-là, je ne pourrais pas le faire. Ouais. Et bon, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants. Et du coup, il y a des choses qu'on fait à 20 ans, 22 ans, où on peut se nourrir de pâtes dans une chambre de bonne pendant un certain temps, qu'on ne peut plus faire à 41 ans. Voilà. Il faut se donner les moyens, je dirais, du niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Et on n'est pas tous, et des défauts d'efforts et de sacrifices, on est prêt à prendre. Donc j'ai essayé de dimensionner ça en fonction de qui j'étais. Et j'ai lu également, peut-être que tu vas me le confirmer ou me l'infirmer, que meilleurs agents, puisque c'est la dernière partie, en tout cas là, jusque-là, de ta vie pro. Oui, j'espère jusque-là. Merci Paul de dire ça. Oui, c'est pas fini. C'est pas fini. Non. J'ai lu que ça avait été une sinusoïde, des montagnes russes, comme peut connaître chaque entrepreneur. Donc là, il y a une remise en jeu aussi de la sécurité avec meilleurs agents. Comment ça s'est passé ? C'est 12 ans, parce que c'est 2008-2020 quand je pars. Oui, ça a été un parcours... Quand on creuse les histoires d'entrepreneurs qui vont au bout de l'aventure... même pour ceux dont on dit qu'ils ont réussi leur parcours, c'est toujours très chaotique et beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Bon, après, soit parce qu'on a envie de romancer un peu les histoires, on passe sur les moments difficiles, soit aussi c'est dans la nature humaine. Tu sais, c'est un peu comme quand on a des enfants. On continue à refaire des enfants, alors qu'en fait, les démarrages, les premiers jours, les premiers mois, les nuits blanches, les machins, les rhumes... Bon, il y a quand même des trucs qui sont pas simples quand on est jeune parent. On les oublie. Ouais. Et on remet ça, etc. Et donc, on a tendance aussi à se concentrer sur les choses plutôt sympas et à revisiter le passé en mettant l'accent sur la partie positive. Alors, chez Meilleurs Agents, il y a eu 1000 déconvenus, 1000 moments compliqués, etc. Mais ce n'est pas ce que je retiens. Ce que je retiens, c'est une aventure humaine extraordinaire où, et je crois, les clés du succès, c'est qu'on avait un objectif commun très clair, qui était d'aider les particuliers, fabriquer la transparence sur le marché immobilier. C'était un objectif ambitieux. Aucun de nous individuellement était capable de l'atteindre, mais on trouvait ça super désirable. Donc ça, c'est un premier truc pour aligner. Deuxième chose, on avait un groupe de cofondateurs, les 4, là, Julien Chessial, Jordan Sagnal, Pascal Boulanger et moi, en fait, avec des valeurs communes très importantes. Même si on n'avait pas les mêmes âges, même si on n'avait pas forcément exactement la même conscience de ces valeurs, même maturité, en réalité, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on partageait énormément. C'était quoi ces valeurs ?
C'est des valeurs de respect de l'autre, d'humanité, des valeurs de travail, d'engagement, de sincérité. On est 4 grands maniaques aussi. Attention aux détails absolument énormes. Et puis des gens, je crois, assez fiables. C'est-à-dire que quand on s'engage pour faire quelque chose, on a tendance à le faire. Et si on n'y arrive pas, on va être malheureux. Et ça, c'est des choses de base, mais qui nous ont jamais quittés. Puis c'est des gens plutôt sympas, qui ont plutôt envie que ça se passe bien sûr pour eux, mais aussi pour les autres. Et on a eu ça en commun, et ça nous a permis de mener l'aventure Meilleurs Agents du premier au dernier jour en restant unis, même s'il a fallu se repenser, se reconfigurer, les 4 dans leur rôle, l'entreprise dans son modèle économique. Cette unité entre nous 4, alignée derrière un objectif clair et désirable et avec des valeurs partagées, qu'on a su partager avec le reste de l'entreprise, ça nous a rendus assez insubmersibles. Alors tu vois, je reviens sur le fait d'avoir des enfants et d'oublier à quel point c'est dur. On a souvent cette discussion avec mon épouse. Et pour le coup, je me demande si c'est pas un peu différent avec l'entrepreneuriat. Et donc c'est une question que j'aimerais bien te poser. C'est effectivement, quand tu as des enfants, tu oublies, mais c'est presque animal. C'est-à-dire que tu pourrais avoir 10 enfants que tu aurais envie de retrouver ce moment où ton bébé... tu le tiens, il a son visage contre ton cou, il y a quelque chose de particulier. L'entrepreneuriat, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que oui. Tu remets vraiment en jeu les choses, et c'est pas animal. Là, c'est plus une remise en jeu de toi avec toi-même. En tout cas, tu acceptes de partir dans l'aventure qui peut être douloureuse parfois. C'est vrai. Je pense qu'effectivement, il y a des limites au parallèle entre le fait d'avoir un enfant et de monter une entreprise. Tu as raison. Néanmoins, je pense qu'il y a une partie animale dans le parcours de l'entrepreneur. Et quand on dit animal, en tout cas au niveau des émotions, des quêtes de sens profonds, je pense qu'il y a ça. Et tu vois, moi, du coup, je fais des pauses entre chaque projet. Tu vois, entre Montgomery et le fonds de capital risque, j'ai fait une pause. Après le fonds de capital risque Meilleurs Agents, j'ai fait une pause. Maintenant, je fais une pause. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des périodes où d'abord je me régénère, mais aussi je réfléchis beaucoup et je suis à l'écoute de mon cœur et de mon corps, et qui sont des sources d'informations très importantes pour l'étape d'après, pour essayer de comprendre ce dont j'ai besoin. Et qu'est-ce que je dois enfanter comme projet entrepreneurial. Et je ne vais pas être guidé uniquement par mon intellect, par une opportunité de marché. Je vais vraiment essayer de solliciter mon intuition, mon cerveau émotionnel, pour essayer de comprendre là où mon cœur a envie d'aller. Mais qu'est-ce que tu fais pour solliciter ? Alors là, on s'écarte un peu du sujet de l'argent, mais qu'est-ce que tu fais pour solliciter ton intuition ? On ne s'écarte pas du tout du sujet de l'argent. C'est au cœur de tout ça, parce que l'argent, c'est un moyen très puissant, absolument indispensable pour la réalisation des projets, mais c'est à ce niveau-là qu'il doit être. C'est-à-dire que c'est jamais l'objectif. Et que quand on comprend que c'est un moyen et pas l'objectif, tout va bien. Je vois des entrepreneurs qui se lancent dans des projets entrepreneuriaux de manière très intellectuelle, avec comme poursuite la réalisation d'un profit. Ils veulent devenir riches, ils veulent monter une boîte qui va gagner de l'argent, et c'est leur principal objectif. Tu sais quoi ? Je pense que dans la plupart des cas, ça échoue. Parce que l'argent n'est et ne doit jamais être l'objectif. Ouais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher d'une certaine manière à mettre de l'argent de côté, à gagner de l'argent, à avoir une entreprise profitable. C'est très sain. Mais ça arrive comme la conséquence d'un objectif qui n'est, lui, pas financier, qui est un objectif louable et pour lequel on va mobiliser des énergies, des ressources, des hommes, des femmes, qui vont là produire de la valeur et qui va à un moment ou à un autre peut-être se matérialiser sous forme d'argent. Mais donc il y a une hiérarchie très très claire là. Et donc qu'est-ce que je fais ? Je ne mobilise pas que mon intellect pour chercher un prochain projet, et si je mobilise mon intellect, c'est dans un deuxième temps, après avoir d'abord écouté mon cœur et mon corps.
Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Comment tu fais pour... Tu restes assis sur ton canapé, tu sors, tu te balades, qu'est-ce que tu fais? On peut faire plein de choses, mais c'est intéressant que tu poses cette question, parce que c'est vrai que dans nos éducations, on ne sait pas forcément, en tout cas dans la mienne, ça a été beaucoup comme ça, être à l'écoute de notre corps et de nos émotions. Pourtant, c'est très important. Tu vois, on parle des bébés. Les bébés, quand ils ont une émotion, parce qu'ils ont faim, ils ont peur, ils ont froid, ils ne se posent pas de problème, ils vont l'exprimer. Ça va crier, ça va pleurer, ça va rougir. Voilà. Nous, dans notre éducation, assez vite, on va nous apprendre à réprimer tout ça. Paul ne pleure pas, Paul ne montre pas que tu es angoissé, vrai, etc. Il m'arrive de pleurer. Bon, bravo. Non, mais bien sûr. Mais peut-être ça a été des injonctions. Dans mon cas, ça a été beaucoup ça. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Et petit à petit, on peut nous apprendre à nous couper des signaux que notre cerveau émotionnel et notre corps nous envoient. Alors qu'en fait, au départ, on est livré avec tout ça. Le bébé, il a cette instrumentation extraordinaire qui nous met en relation avec nos émotions et nos signaux corporels, qui sont en fait la traduction de notre interaction avec le monde. Mes besoins sont satisfaits ou pas satisfaits, ou j'ai peur que mes besoins ne soient pas satisfaits. Et c'est pareil pour l'entrepreneur, qui va se projeter sur quelque chose. Et je pourrais faire telle ou telle chose. Je vais monter une entreprise de conteneurs dans les ports industriels, etc., etc. Je vais commencer à mentaliser là-dessus. Si je me couche, que je m'écoute, peut-être que je vais me rendre compte que c'est un truc, ma gorge va se serrer, mon rythme cardiaque va monter, ou une palpitation, ou je ne sais quoi, ou peut-être autre chose. Si je me mets simplement à m'écouter, écouter mes signes cardiaques, physiques, ils sont là. Et donc, simplement se dire, tout le matériel est là, posons-nous une seconde pour désintellectualiser tout ça et voir ce que notre corps, notre cerveau émotionnel nous envoie. Et ce cerveau émotionnel et ce corps ont une intelligence extraordinaire. Ouais. Il faut les écouter. Et quand on arrive à écouter le binôme corps-cœur et intellect, je crois qu'on prend de meilleures décisions. Oui. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui. Je suis d'accord, donc je sais pas concrètement ce que tu fais, mais je sais, enfin concrètement, je veux dire, je sais que tu t'assois pas sur un canapé, mais en tout cas, je comprends bien que sûr que si, Paul. Si, je peux m'asseoir sur un canapé, je peux même m'allonger et me dire, tiens, là, t'es angoissé, d'abord, je vais essayer de vivre. C'est un truc que j'ai appris ces dernières années, parce que j'étais un peu coupé de tout ça. Et moi, j'ai commencé un travail avec une psychothérapeute, en plus masseuse, il y a 7 ans. Je vois un ostéo tous les mois. À un moment, j'ai fait beaucoup de tennis, je me blessais souvent, etc. J'ai fait ça d'abord pour des raisons, je dirais, pas médicales, mais pas loin. Ouais. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que tout ce travail-là était très important pour moi, pour notamment me reconnecter avec mes émotions, etc. Et donc, j'ai appris à, s'il le fallait, me coucher 5-10 minutes et écouter les signaux que m'envoyait mon corps. Okay. Sans les réprimer, sans chercher à comprendre d'où ils venaient. Déjà, laisser ces signaux se propager et exister et vivre leur trajectoire dans mon corps. Okay. Après, dans un deuxième temps, une fois qu'ils sont passés là, me dire, ah tiens, on a parlé, par exemple, si tu veux parler du monde des projets entrepreneuriaux, on a parlé de ce projet, j'ai eu ce meeting avec ces gens-là, j'ai rencontré ce potentiel associé et j'ai l'estomac tout noué. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, est-ce que là, tu es bien en enregistrant cet épisode ? Est-ce que tu te sens bien ? Je suis tout à fait bien. J'ai un très bon feeling avec toi, Paul. Les ondes sont très bonnes. Tout est parfait. Ok. Voilà. Je vois l'heure qui passe. J'ai une question que je veux te poser. On parlait des bébés et on avance toujours dans la vie. Qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants sur la valeur de l'argent ? Et pas que d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants ? Ça, c'est une question un peu large. C'est intéressant parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai 2 enfants qui font des études. Il y en a une qui est HEC, l'autre qui est à l'ESCP, école de commerce. Ils se charrient entre eux ? Non, pas du tout. Non, j'entends pas du tout de moquerie. Ça aurait pu, mais non, j'en entends pas. Je vois bien, et c'est marrant parce que je les vois pas très intéressés par l'argent. Oui. Beaucoup de sport, de milieu associatif. Mon fils fait de la photo, s'intéresse au cinéma. Ma fille est très artiste, à fond écolo, etc. Et je les vois
ils ont fait une prépa, ils font des études de commerce. Ils ne sont pas fascinés par le contenu de ce qu'on leur enseigne dans l'école, Oui. mais j'ai l'impression qu'ils vont être capables d'utiliser les codes et les instruments autour de la finance, du monde des affaires, pour aller poursuivre des quêtes plus riches autour de l'art ou de la transformation vers un monde plus durable, donc avec des quêtes plus importantes. Ça, je pense que dans l'éducation qu'on leur a donnée, ils ont dû recevoir ça. Et donc moi, ça me paraît, je suis OK avec ça. Je suis plutôt fier de ce que mes enfants sont en train de faire de leur potentiel, de leur talent. Oh, OK. Bon, très bien. Je vais te poser une dernière question. Ça fait maintenant un certain temps qu'on est en train d'enregistrer, 50 minutes. Il est temps de conclure. Je conclue en général en posant une question un peu prise d'otage. Qui est si tu avais une personne à me recommander à recevoir dans ce podcast, à qui tu penserais? Alors, Jamy m'a répondu Thomas Pesquet, que j'ai essayé de joindre de sa part, j'ai toujours pas réussi. Ronan Lemoyle m'a dit Sébastien Delafont, que j'ai en face de moi aujourd'hui. Donc, et tu as le droit de me dire Joker, je ne sais pas. Non, parce qu'il y a plein de gens à qui je peux penser. Celui qui me vient à l'esprit maintenant, peut-être parce que tu parles de Ronan Lemoyle, qui est breton. Qu'on salue. Qu'on salue, bien sûr. C'est la mer. Et la mer, pour moi, c'est pas un breton auquel je pense, c'est Éric Bellion. Ouais. Éric Bellion est un gars, je sais plus, je crois qu'il est versaillais au départ. Il fait ses études à l'EM Lyon à un moment. Et puis il se rend compte que le monde du business, tout ça l'intéresse pas tellement. Et il part naviguer. Ouais. Il part assez loin parce qu'avec un petit bateau qu'il achète, il va jusqu'en Australie avec un copain. Voilà. C'était il y a quelques années. Éric Bellion, depuis, il a fait pas mal de choses, notamment le Vendée Globe, qui est une course autour du monde sans escale et sans assistance. Ouais. C'est un marin d'exception. Il est en train de préparer son deuxième Vendée Globe. J'adore ce type parce qu'il fait des choses que je suis incapable de faire. Donc évidemment, c'est une source d'inspiration énorme. J'ai beaucoup de respect. Voilà quelqu'un qui utilise l'argent de manière très intéressante, pas pour lui-même, mais pour réaliser ses projets, ses rêves, et pour nous inspirer. Voilà. Okay. Éric Bellion. Éric Bellion, ok, je le contacterai. Merci beaucoup, Sébastien, et à très bientôt. Merci, Paul. C'était un plaisir. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Gling. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Partagez-le sur vos réseaux, avec vos amis, avec votre famille. Je ne suis personne dans l'univers du podcast, je débarque de nulle part, et quelques personnes connues ont décidé de répondre à mes questions sur l'argent, et je les en remercie. Pour le reste, je suis Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI, et je vous dis à bientôt en attendant un nouvel épisode. Gling.